Moi, j'ai les petits panneaux On y est. disant. Ouais, ouais. Salutations à tous et à toutes. Comment continuer à nourrir notre paix intérieure, à prendre au mieux soin de nous pour prendre soin des autres? Comment continuer à faire se lever en nous la beauté du monde malgré les difficultés, comme nous le proposait Ève Ricard? Comment s'asseoir avec tout ce qui vit en nous, le doux comme le douloureux, et transformer nos passions tristes en élan de vie pour nous-mêmes, pour les autres et pour la planète? Et pour ça, tous les jours, nous nous rencontrons avec des femmes, des hommes, des pères de famille, des mères de famille, des philosophes, des psychiatres, des moines, des parents, des grands-parents, et surtout des terriennes et des terriens qui viennent partager un tout petit peu de leur inspiration sur comment mieux vivre ensemble sur notre petite planète. Et aujourd'hui, l'invité, c'est Christophe André. Bonsoir Christophe. Bonsoir Ilios, bonsoir à tout le monde. Alors Christophe est médecin psychiatre qui a exercé pendant longtemps à l'hôpital Sainte-Anne. Et Christophe, tu es une des raisons pour lesquelles tu es reconnu à juste titre, c'est pour être la personne qui a introduit la méditation dite de pleine conscience dans le milieu hospitalier, notamment à Sainte-Anne, et pour les troubles anxio-dépressifs. Et donc, tu es de ceux, avec Mathieu Ricard et avec d'autres, qui ont permis à cette pratique ancestrale d'être connue et reconnue pour ses bienfaits dans le grand public. Et un de tes livres, qui est un très, très, très beau livre, en toi, qui m'a beaucoup touché, s'appelle « Méditer jour après jour ». Et c'est par celui-là que nombreuses et nombreux parmi nous, nous avons eu notre première initiation à cette forme de pratique de l'attention. C'est aussi un grand ami de cœur, un ami dans le bien, comme dit Mathieu Ricard, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes qui, depuis longtemps, a participé à nos événements émergence, justement dans cette idée de faire un lien entre le bien-être personnel et le bien-être collectif, on pourrait dire un peu plus loin, le bien-être aussi environnemental. Christophe, comme pour tous les autres invités et invités, on va commencer par ta citation. La voilà. Mon Dieu, pourquoi avez-vous inventé la mort? Pourquoi avez-vous laissé venir une telle chose? Elle est si douce, la vie sur terre. Il faudra que votre paradis soit éblouissant pour que le manque de cette vie terrestre ne s'y fasse pas sentir. Il faudra que vous ayez du génie pour me donner une joie aussi pure que celle de l'air frais d'une matinée d'avril. Oui, il faudra que vous ayez beaucoup de talent, donc d'amour, pour que, dans votre paradis, ne vienne aucune nostalgie de cette vie-là, blessée, petite, muette. Christian Bobin, autoportrait au radiateur. Pourquoi as-tu choisi cette citation, Christophe? Parce que, bien sûr, j'adore Bobin, c'est le plus grand poète contemporain, en tout cas en langue française, parce que c'est beau et c'est juste. C'est-à-dire que ce qui fait que Bobin est un poète, même s'il n'écrit pas en vers, s'il écrit en prose, c'est que ces mots vont au-delà du sens que nous entendons. Ce qui différencie la poésie de ce qui n'est pas poésie, c'est que dans la poésie, si tu traduis en langage normal, entre guillemets, il te manque quelque chose. Et au fond, les mots choisis par les poètes, leur agencement, créent en nous ce bouleversement calme que la simple arithmétique des mots ne suffit pas à donner. Quand Bobin parle de la mort, qu'il parle du paradis, qu'il parle de la vie, ça nous prend à la gorge et ça nous empoigne véritablement. Et donc, je choisis cette citation parce que j'aime Christian Bobin et son travail, et aussi parce que ça nous parle de ce qui nous arrive à tous aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans cette pandémie, dans ces inquiétudes, à la fois à cause de la maladie, à cause de ses conséquences aussi qui sont en train d'arriver, d'apparaître. Et ce qui a commencé en tout cas à inquiéter beaucoup d'entre nous, c'est le retour de la mort. C'est ce rappel à l'ordre que nous propose ce petit virus et qui nous rappelle qu'on va mourir, que nous sommes tous mortels. Mais là, ça rigole plus. Jusqu'à présent, on pouvait regarder ailleurs. La mort était en exil dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans des endroits où les gens se cachaient pour mourir, ou bien des endroits où on cachait
les personnes qui allaient mourir en quelque sorte. Et là, elle se balade toute nue dans les rues, elle peut nous attraper par le col comme ça, nous faire mourir les uns ou les autres. Et c'est très spécial tout de même, cette ambiance. Moi, je lisais le témoignage de quelqu'un qui racontait ses peurs et qui disait, ça devait être une personne très anxieuse, j'ai peur de l'air. J'ai peur de l'air que je respire parce qu'il peut y avoir des virus à l'intérieur. Et quand on en est à avoir peur de l'air, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. Et au fond, ce que nous rappelle cette citation de Bobin que tu as lue, c'est que euh, eh ben, on ne peut pas bien vivre sans avoir accepté qu'on allait mourir. Ça a 2000 ans qu'on nous répète ça, que les philosophes nous répètent ça, mais il faut nous le rappeler très souvent et parfois même pour qu'on se rende compte à quel point c'est important d'accepter que la vie est une maladie mortelle. Eh bien, il faut qu'on ait peur de quelque chose, comme nous avons peur actuellement, que ce soit pour nous, ou pour nos proches, ou pour les autres humains. Et donc, cette citation nous parle en même temps de la mort, comme tu dis, de l'importance de la mort pour être pleinement en vie. Et en même temps, elle nous parle de la vie. On a besoin de ça et en même temps, comment fait-on lorsqu'on est dépassé par ces peurs? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec ces rappels quotidiens, la première chose pour beaucoup d'êtres humains, c'est le rappel quotidien du nombre de morts. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, les obsessions, les inquiétudes et ainsi de suite, ce monde qui est devenu incertain, on pensait contrôler, ou en tout cas, on avait l'illusion de contrôler quelque chose. Et là, tout à coup, ce contrôle explose et on peut se retrouver emporté par nos peurs, par l'incertitude. Oui, oui, oui. Et ce que dit bien Bobin, il nous encourage à aimer la vie blessée, petite et muette. Blessée, petite et muette. C'est-à-dire, il nous encourage à aimer la vie ordinaire, pas forcément la vie qu'on va trouver en prenant un avion pour voyager à l'autre bout du monde ou celle qu'on va euh, rencontrer en s'achetant des choses multiples, chères, etc. Il nous encourage à prendre, à ramasser la vie par terre, à ramasser les petits éclats de vie, les petits copeaux de vie. Et c'est en ce sens que son message est aussi d'actualité, parce que là, évidemment, tout ce qui nous arrive secoue beaucoup nos certitudes. Tu parlais de ce sentiment de contrôle que nous avons sur nos vies ou que nous croyons avoir. Ce qui est important en psychologie, évidemment, c'est de penser avoir le contrôle. Ça nous fait autant de bien que de l'avoir réellement, parce qu'en réalité, on ne l'a jamais réellement. Moi, je pensais en t'écoutant à ce qui m'arrive quand de temps en temps, je remets le nez dans mon agenda. Comme tout le monde, et comme tous les gens qui font plein de choses, trop de choses, j'ai un agenda. J'allais dire, j'avais un agenda et je ne l'ai plus ouvert depuis 2 mois pratiquement. Et de temps en temps, parce que évidemment, toutes les journées se ressemblent, nous sommes confinés, donc je note mon emploi du temps de la journée sur des petits bouts de papier maintenant. Mais quand j'ouvre mon agenda, je me dis, mince, aujourd'hui, tu devais faire une conférence à Bordeaux. Ce week-end, tu devais aller à cette fête chez des cousins. Et tout ça a disparu tout à coup. Tout cet emploi du temps rempli, toute cette profusion d'activités, de gesticulations, de déambulations, dont beaucoup agréables, ce n'était pas forcément des choses ennuyeuses. Et tout ça, finalement, a été annulé et pour faire place à autre chose. Tout va très très vite, tout va très très vite dans nos vies. On peut mourir du jour au lendemain, les gens qu'on aime peuvent mourir du jour au lendemain. Tout ce sur quoi on pensait avoir le contrôle peut disparaître du jour au lendemain. Juste avant le confinement, une de mes amies proches a vu sa maison brûler et tout a disparu. Toute sa famille et elle se sont retrouvés dans la rue, sans rien, sans vêtements de rechange, sans brosse à dents. Donc, tout ça peut aller très très vite et donc c'est pas réjouissant évidemment, mais c'est peut-être quelque chose que nous devons toujours garder à l'esprit, non pas pour nous angoisser, non pas pour gémir, mais pour nous réjouir quand ce dont nous avons vraiment besoin est là, à notre disposition. Tu me- Tu m'évoques plusieurs choses. C'est une qui est ce qu'on appelle l'impermanence, plutôt dans les traditions bouddhistes, qui est que la seule loi de l'univers qui ne change pas, c'est que tout change. Bon, Héraclite disait la même chose, les Grecs disaient on ne peut pas se baigner 2 fois dans la même rivière, donc tout est impermanent tout le temps. Et par rapport à l'impermanence, je pensais aussi à deux choses. Un qui est la manière radicale, qui n'est pas possible pour moi, qui est relaxez-vous,
Rien n'est sous contrôle, de toute façon. C'est un peu radical. Et l'autre manière qui est comment est-ce qu'on pourrait se donner un sens de choix plutôt que de penser que tout est imposé. Comment est-ce qu'on pourrait choisir, d'une certaine manière, de se dire je suis confiné, mais je le fais pour une bonne raison, plutôt que de me dire juste de ruer dans les brancards comme si tout n'était que quelque chose d'imposé, ce qui ne fonctionne pas bien pour notre psychologie qui a besoin d'autonomie, qui a besoin d'un sens de compétence. Oui, oui, bah, la situation de confinement, elle va à l'encontre de ce que nous sommes en tant qu'être humain, hein. En tant qu'humain, on a besoin de liens sociaux et on a besoin de liberté de mouvement. Notre corps a besoin de bouger et notre cœur, notre esprit ont besoin de rencontrer, d'échanger. Donc là, dans le confinement, on est quand même privé puisqu'on ne peut bouger que de manière assez limitée et on ne peut rencontrer pour l'essentiel que de manière digitale, sans avoir le contact physique, sans avoir les postillons de nos interlocuteurs, sans avoir les câlins, les embrassades et toutes ces choses-là. Donc, évidemment, on est dans une situation biologiquement, psychologiquement frustrante. Il nous manque des choses. Alors, ben, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'occasion euh, de prendre conscience finalement que nous étions des vénards, que nos vies étaient belles parce qu'elles étaient simples et faciles. Nous avions la liberté de mouvement, nous avions la liberté de rencontre. Elles redeviendront belles pour la plupart d'entre nous, hein, et pour l'essentiel, ce qui est un espoir que nous pouvons nourrir et qui peut nous donner l'énergie pour rester tranquillement dans cette situation. Parce que, comme tu le disais, ce qui est important pour arriver à mieux traverser toute cette période, tout ce confinement, c'est de comprendre que ça a du sens également. C'est vrai que rester chez moi, porter un masque, ne pas aller voir toutes les personnes que j'aime bien, c'est aussi un moyen de freiner cette épidémie qui, sinon, va euh, faire tomber les personnes les plus vulnérables. Donc, ce que nous faisons est frustrant, ce que nous faisons est agaçant peut-être, mais ça a du sens. Nous le faisons pour quelque chose, ça a une durée limitée, a priori, on ne va pas rester comme ça pendant un demi-siècle, en tout cas je l'espère, on l'espère. Donc oui, oui, cette question du sens que nous donnons à nos gestes, à nos actes, à nos efforts, parfois à nos souffrances, mais là, il ne faut pas trop déraper de ce côté-là non plus, elle est importante. Alors juste, merci Christophe, quelques commentaires de ces auditeurs qui sont plus que 2000 de partout, de Séville, du Maroc, de France, de Belgique, tous ensemble. Et donc quelques-uns qui rebondissent sur cette question du sens. Mohamed qui dit qu'il a retrouvé le goût à la vie au travers de son épouse dans les liens. Et Valérie qui nous dit qu'elle a vécu la mort justement d'un compagnon du jour au lendemain dans un accident de route et que cet amour impermanent la porte. Souris à la vie te sourira. Donc, il rebondit sur ce que tu nous partages, sur cette impermanence et sur le sens. Oui, 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 bah on est tous des humains, donc on aura tous à affronter dans nos vies le même genre d'épreuves et d'adversités, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, de façon plus ou moins violente, on sera plus ou moins seul ou entouré lorsqu'on les affrontera, mais nous avons tous peu ou prou les mêmes trajectoires de vie, donc moi je suis touché que ces personnes soient en train de nous écouter, soient en train euh, de se reconnaître peut-être dans ce que nous disons et que ça puisse leur donner un sentiment de proximité. Ce qu'on découvre aussi dans cette période étrange, hein, moi, je ne sais plus avec qui j'en parlais, je disais, bon, là, là, dans 20 ans, si nous sommes arrivés les uns et les autres à devenir un peu plus vieux de 20 ans, on en parlera peut-être à nos enfants, nos petits-enfants, en disant, tu te souviens, tu n'as pas connu ça, c'était le temps du grand confinement dans les années 2020. Voilà, j'espère qu'on pourra en parler de cette manière parce que c'est vraiment un truc unique et incroyable, enfin, et malheureusement dramatique aussi par beaucoup d'aspects que nous sommes en train de vivre. Et ça resserre nos liens. Je pense que dans le confort du quotidien, dans la profusion du matérialisme, de la société de consommation, nos liens se distendent parce que tout ce style de vie
nous donne l'illusion de l'autonomie, de l'indépendance. Au fond, si j'ai la chance d'avoir un métier, de gagner de l'argent, je peux avoir l'impression que j'ai plus besoin des autres. Je peux, grâce voilà, grâce à mon argent, même si je suis pas très très riche, mais être, me faire croire que je peux me passer des Et autres en grande partie. c'était Oui, vraiment ce sur quoi je voulais rebondir, qui était ça, ces récits, l'importance des récits qu'on se raconte, et un peu comme si ça remettait en avant ce récit qui était celui de la compétition, de l'expansion infinie, de la déconnexion du vivant et des autres, que le meilleur gagne, la loi de la jungle, pas la deuxième loi de la jungle, mais ce mythe d'une femme, d'un homme déconnecté des autres et qui lutte, qui pourrait contrôler son environnement. Et là, évidemment, par la douleur peut-être, on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Et peut-être que ça nous ramène à ce qui est important pour nous, ce que tu allais dire, la connexion, avec... oui, pardon. Vas-y, Christophe. c'est tout à fait ça. Bien sûr, mais c'est drôle d'ailleurs parce que, au fond, si nous étions sages, on n'aurait pas besoin d'avoir peur, on n'aurait pas besoin d'avoir mal pour comprendre à quel point les autres sont une ressource. Et au fond, une fois de plus, je crois que dans le confort, on a tendance à s'éloigner les uns des autres et dans l'adversité, on a tendance à se rapprocher. Ce sera sans doute un des, un des héritages de cette crise, en tout cas je l'espère, hein, nous avoir de force par la contrainte, par la peur, par la souffrance, montrer que le narcissisme, l'individualisme, et puis leur corollaire, le matérialisme, le consumérisme, etc., nous conduisaient dans l'impasse. Alors, on le savait, enfin la plupart d'entre nous, on le sait bien, il y a juste quelques illuminés ou quelques très grands égoïstes ou narcissiques qui se refusent à le voir, mais c'est très mystérieux de voir comment, bien que nous sachions tout ça, euh, on ne se bouge pas encore suffisamment. Et donc, quelque part, bien qu'on le sait intellectuellement, nos modes de vie ne sont pas des modes de vie qui nourrissent à la mesure de l'importance ces liens sociaux. Par exemple, je pensais à Satish Kumar qui disait « Être, c'est appartenir à un immense réseau de relations. Et ce réseau ne se limite pas seulement à l'espèce humaine, il englobe toutes les formes de vie. Et donc d'abord, cette commune humanité, nous tous, par exemple, ces personnes qui se rassemblent aussi aujourd'hui ici autour de toi, c'est parce que ça nous donne vraiment ce sentiment d'appartenir à une famille humaine qui s'intéresse aux autres. Mais il y a plus que ça, si on reviendra à l'humain peut-être, il y a aussi le lien avec l'ensemble du vivant et la nature. Je sais que tu as signé une pétition dans ce sens-là pour pouvoir avoir un accès responsable à la nature, cette nature qui est aussi tellement importante et dont on a peut-être dans ce monde moderne un peu oublié cette connexion, cette nature dont on fait partie en fait. J'allais dire la nature comme si c'était... D'ailleurs, ça montre bien, même moi quand j'en parle, je parle de la nature comme si elle était à l'extérieur de moi, alors que j'en fais partie. Bien sûr. Oui, oui. Oui, cette pétition dont tu parles, alors bon, moi j'ai de la compassion pour nos gouvernants, qu'ils soient français, belges ou autres, parce que ben, j'aimerais pas être à leur place en ce moment. Tout le monde rouspète, tout le monde est mécontent. Il y a 36 pétitions par jour pour la défense de telle et telle cause, juste à chaque fois ou presque. Donc, au moment de signer cette pétition, je me suis dit, bon, est-ce que tu rajoutes pas encore au bruit ambiant, mais quand même, il s'agit de rappeler quelque chose de simple, c'est que la nature est pour nous quelque chose d'immensément bénéfique. Là non plus, ça n'est pas nouveau. Hippocrate parlait de la force guérissante de la nature et depuis, on sait bien toutes ces choses-là. Mais là, l'enjeu, c'est de rappeler aux personnes qui font les lois, qui font les règlements, notamment sur le confinement, que priver les humains d'accès libre aux espaces naturels, qu'il s'agisse des véritables espaces naturels, les bois, les rivages, les montagnes, les prairies, ou des espaces naturels urbains, les parcs, les squares, priver les citoyens de profiter de ces espaces, c'est très dommage parce que c'est bon pour leur santé, pour notre santé, à la fois psychologique et biologique également. Donc, c'est aussi, les études le montrent, un facteur de réduction des inégalités.
chaque fois que les personnes qui sont socialement défavorisées ou moins favorisées que d'autres peuvent bénéficier d'un accès accru à la nature, ça réduit les inégalités en matière de santé. Donc, c'était le but de cette pétition un peu politique, essayer d'obtenir quand même que dans le déconfinement, l'accès à la nature soit libéré pour le bien des citoyens. Et puis, comme tu le dis, bien sûr, il y a cette réflexion un peu dramatique d'ailleurs sur notre rapport à la nature. Il faut absolument qu'on bascule d'un rapport utilitariste où on considère la nature comme une source de minerais, d'énergie, de nourriture, ou bien comme un cadre pour nos loisirs, hein, la nature qu'on visite, qu'on admire dans le cadre de nos vacances. La nature, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que ce manque de respect, ce manque d'intimidation, on n'est plus assez intimidé, je crois, par la nature. On a cette espèce d'illusion mauvaise dont tu parlais tout à l'heure, d'illusion de contrôle sur elle. On s'agace de ce qu'on appelle des caprices, les caprices de la nature, les tempêtes, les orages, les raz-de-marée. Ce ne sont pas des caprices, c'est son fonctionnement et parfois on l'a provoqué, on l'a aggravé par nos propres activités de l'Anthropocène. Donc voilà, réapprendre ce rapport différent à la nature, comme tu le disais, dont nous faisons partie. Ce n'est pas la nature qui nous entoure, c'est la nature qui nous englobe et dont nous sommes un tout petit copeau. Ça va être aussi sans doute, un des enjeux du monde de demain. Et quand tu dis ça, ça m'évoque à nouveau deux ouvrages auxquels tu as participé, Prendre soin de la vie, dernier ouvrage collectif d'émergence, où on parlait de ce que Pablo Servigne, il était en conversation il y a quelques jours, un changement anthropologique qui est de passer du sentiment utilitariste dont tu parles, qui est la nature est un objet dont on se sert, qu'on exploite, à voir la nature comme un sujet. Et donc, il disait, c'est une bascule fondamentale quand on considère la nature comme un sujet, on en prend soin pas seulement parce qu'elle est bonne pour nous, c'est déjà pas mal, mais on en prend soin parce que on la traite comme on traiterait un voisin, quelqu'un avec qui on voudrait avoir des relations de bon voisinage. Et donc, c'est tellement différent lorsqu'on traite les humains, mais aussi les autres qu'humains, les animaux, la nature, comme des sujets. Et on voit d'ailleurs tout un droit du vivant qui naît heureusement aujourd'hui. Je pensais à des études en psychologie positive qui montraient aussi que la nature était liée au sentiment d'interdépendance. Je pense au livre que tu as fait avec Rebecca Shankland sur l'interdépendance, au sentiment d'élévation. Lorsqu'on admire la nature, ça crée ce sentiment d'élévation, d'admiration ou de respect dont tu parles, qui étonnamment nous donne aussi envie de participer à un monde plus juste, à aider les autres. Et donc, il y a ces deux sentiments de connexion et d'élévation, me semble-t-il, qui sont activés lorsqu'on est en lien avec la nature. Oui, 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 ça, ce sont des études passionnantes qui ne sont pas d'ailleurs exclusivement consacrées à la nature. On a montré également que l'admiration, ce mélange d'admiration et d'émotion que nous pouvons avoir face à des comportements humains touchants, hein, voir quelqu'un aider une autre personne ou voir des soignants s'occuper de malades, etc., des forts s'occuper des faibles, ou en tout cas des bien portants s'occuper des mal portants. Tout ça déclenche en nous, dans notre cerveau, si on l'étudie d'un strict point de vue de la psychologie scientifique ou des neurosciences, tout un tas de mécanismes favorables, c'est-à-dire d'abord ça nous fait du bien de voir ça et surtout ça nous motive à changer nous-mêmes. Et ça va sans doute être un enjeu. Il y a comme une course qui est engagée sur cette planète entre les comportements égoïstes et narcissiques et les comportements altruistes. Il y a deux tribus, en quelque sorte, les gros égoïstes et les grands altruistes. Et au milieu, il y a le troupeau, nous tous. Enfin, moi, je me range plutôt dans le troupeau. J'essaie de ne pas être trop égoïste et je ne suis pas un grand altruiste. Je vois bien qu'il y a des tas de gens qui le sont beaucoup plus que moi, beaucoup plus fortement. Donc, je fais de mon mieux, mais je me considère comme appartenant au troupeau. Et c'est vraiment important que ce soit les altruistes, les généreux, les respectueux de la nature et de toutes ces composantes, hein, des végétaux, des animaux et bien sûr des humains, il faut que ce soit eux qui gagnent. Et donc, pour les aider à gagner, ben, il faut
qu'on soit dans leur camp, que nous aussi, on adopte de notre mieux des tout petits comportements altruistes, que chacun fasse ce dont il est capable, ce dont il a la force et l'énergie. Moi, j'y pensais, tu sais, à ces toutes petites choses qui peuvent modifier le quotidien. Quand on se balade, on a notre heure. En France, on est coincé un peu. Je sais qu'en Belgique, vous vous baladez plus librement que nous, mais nous, Ouais. on a droit à 1 heure par jour maximum dans un périmètre d'1 kilomètre. Bref, bon. Et donc, et puis, il faut se tenir à distance des gens. Et donc, de temps en temps, on croise des gens. Et alors, souvent, ben, les gens qu'on croise, ils ont un peu peur qu'on se mette à tousser devant eux, etc. Donc, ils nous regardent un peu bizarrement. Et c'est important de sourire, de se regarder, de se dire bonjour. Ça détend quand même un peu l'atmosphère. Et puis, c'est des petites particules d'humanité, de fraternité qu'on se propulse comme ça les uns vers les autres. Et c'est mieux que des virus, hein, ça ne fait pas de mal. Et voilà. Et je crois que toutes ces petites choses, il ne faut jamais les perdre trop longtemps de vue parce que euh, c'est ça aussi qui va faire, si on n'arrive pas à être des saints, des grands modèles d'altruisme, qu'au moins on poussera les choses dans le bon sens. Alors, je pensais à deux choses. Ces virus dont tu parles, l'altruisme est un virus positif parce qu'on sait qu'il contamine aussi. Heureusement, ce n'est pas dangereux, mais on sait que les comportements prosociaux ont un effet de contagion. Des études l'ont montré également. Je pensais à autre chose quand tu parlais du troupeau. Moi, je me voyais dans le troupeau avec toi, et puis je nous voyais avec devant Jane Goodall, Joanna Messi et Mathieu Ricard qui nous enjoignaient à voilà, les grands altruistes, ces femmes et ces hommes. Je pensais aussi à un mouvement qui est porté par Laure Varidel au Québec et par Caroline, ma compagne ici en Belgique, qui s'appelle Mère au front, et dont l'idée justement, en partant de cet amour que les mères, mais dans lequel on peut tous se reconnaître évidemment, qu'on a pour les enfants, de le mettre aussi vers la nature en se disant c'est bientôt la fête des mères. Et ces mères disent, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas des cadeaux de consommation, mais on veut une planète durable pour nos enfants à nous tous. Et donc, je pensais à ça, et ça me touche vraiment, cette forme d'altruisme voilà, véritable qui, moi, m'inspire beaucoup. Oui, puis je pense que l'altruisme, le grand altruisme de toutes ces personnes anonymes qui ne sont pas forcément médiatisées, est encore plus admirable parce que sans vouloir diminuer la valeur, la force, l'exemplarité de notre ami Mathieu, de Jane Goodall, enfin bon, voilà, toutes les personnes qui sont des champions d'altruisme, j'allais dire finalement, eux, ils sont sur orbite, c'est des étoiles comme ça au-dessus de nos têtes, on est habitué à les voir comme ça, mais c'est vrai qu'ouvrir les yeux encore plus grands et regarder autour de nous, tout ce qui existe déjà, ben on découvrira des personnes qui qui font ce boulot dans l'ombre. Et ce dont on se rend insuffisamment compte, c'est que finalement, nos sociétés ne tiennent que parce qu'il y a cette accumulation de comportements invisibles, ce que j'appelle les bienveilleurs. Les bienveilleurs et les bienveilleuses, c'est des gens qui diffusent la bienveillance de manière anonyme, sans attirer l'attention sur eux, qui le font même en évitant d'attirer l'attention sur eux. Et quand tout à coup, un de ces bienveilleurs ou une de ces bienveilleuses est retiré du groupe dans lequel il exerce, quand, voilà, quand c'est dans un service à l'hôpital ou dans une entreprise et que la personne part à la retraite, eh bien, on s'aperçoit que quelque chose se met à manquer très fort tout à coup. Et donc, tous ces comportements sont admirables parce qu'ils sont silencieux et invisibles. Mais donc, chaque fois qu'on les repère, ben, c'est important de s'en réjouir, de s'en inspirer de notre mieux, une fois de plus. Hein, chacun de nous a une capacité à s'engager là-dedans, donc il ne faut pas culpabiliser quand on voit des gens faire mieux que nous. Il faut juste se dire, fais ton petit bout et essaie de l'augmenter peu à peu de ton mieux. Et quand tu dis ça, fais un petit bout, essaie de l'augmenter. Quand tu rendais hommage à tous ces altruistes invisibles, on peut penser à tout ce qu'on appelle ces métiers du care et qui sont souvent tellement dévalorisés, des métiers souvent très, très féminins. Quand on pense aux aides-soignants, mais aussi aux personnes qui aident à nettoyer, à faire le ménage, tous ces gens qui sont dans des métiers essentiels, mais qui sont invisibles, dévalorisés, financièrement dévalorisés, socialement dévalorisés, mais sans lesquels la société ne fonctionnerait pas, y compris les éboueurs et les femmes et hommes qui nettoient nos rues. S'ils arrêtaient pendant quelques jours, on serait drôlement bien embêté de se rendre compte que ça ne marche pas sans tous ces métiers-là.
Je crois que ça va être un test. C'est-à-dire, si au décours de cette crise, tous les gouvernements, en tout cas les gouvernements occidentaux qui ont les moyens de prendre des décisions comme ça, si tous les gouvernements décident que cette crise nous a ouvert les yeux sur le fait que ces métiers sont des métiers essentiels, fondamentaux au fonctionnement d'une société, et donc qu'il faut qu'ils soient plus valorisés, à la fois symboliquement et financièrement, si vraiment ces choses-là ont lieu. Et si, à l'inverse, eh bien, on retire quand même une petite partie du salaire des footballeurs, des bénéfices des traders, etc., ça sera un signe extrêmement encourageant. Si ce signe n'arrive pas, ce sera désolant. Alors, dans ce chemin qu'on a de comment est-ce qu'on va passer de ce qui nous arrive aujourd'hui pour aller vers, voilà, vers un monde peut-être plus altruiste, comme tu le dis, plus généreux, plus juste, il y avait deux points que j'aurais voulu encore partager avec toi. Un qui était comment dans ce monde où on est constamment exposé à de l'information et de l'actualité, qui n'est pas toujours nourrissante, comment fait-on en même temps pour être lucide, être conscient de ce qui se passe, mais ne pas être complètement absorbé au fond et quelque part entraîné à l'extérieur par ce flot d'informations qui se déverse sur nous. Ouais, ça a été quelque chose de très intéressant à observer pendant cette crise et ce confinement. C'est le rôle toxique des infos en continu. On a déjà depuis assez longtemps des études montrant que chez les personnes anxieuses, être trop connecté à l'information augmente leur anxiété. Pour une raison simple, c'est que le principe des bulletins d'information, des journaux télévisés ou papier d'information, c'est d'insister sur les mauvaises nouvelles, parce que notre cerveau a une grande appétence pour les mauvaises nouvelles, pour la surveillance des dangers, bon, pour des raisons liées à la psychologie évolutionniste. Mais le problème, c'est que au-delà d'un certain seuil, au-delà d'une certaine dose, eh bien, ça élève irrémédiablement notre degré d'anxiété, notre pessimisme, notre sentiment d'impuissance. Et donc, moi, j'ai fait une expérience qui m'a vraiment frappé. Il y a 2, 3 semaines, j'étais invité, comme tout un tas d'experts là, à parler au journal télévisé sur voilà, les aspects psychologiques de la crise, bon, toutes ces choses-là. Et donc, il fallait que je sois en direct à partir du début du journal télévisé. Donc, j'étais là comme avec toi, j'avais les petites oreillettes, j'attendais mon tour. Donc, ils m'ont fait passer à la fin. Ils ont fait d'abord passer les nouvelles sur le nombre de morts, la crise dans les hôpitaux, le service des urgences et tous les trucs importants, mais terriblement inquiétants. Donc j'étais là, moi je regarde jamais le journal télévisé à la télé parce que justement je trouve c'est important de rester informé, mais que là c'est trop violent émotionnellement, la façon dont les images sont utilisées, etc. Et au bout des 35 minutes de journal télévisé, quand mon tour est arrivé, donc moi je devais jouer le rôle du calmologue. Voilà, il y avait eu les virologues qui avaient angoissé tout le monde, et il y avait le calmologue qui arrivait, voilà, on va s'en sortir, voilà comment il faut faire. Mais j'étais dans un état de stress que je n'avais pas ressenti depuis le début de l'épidémie et du confinement en observant ce qui se passait. Mais cette espèce de concentré, de surpression avait fini par me stresser. Donc, les bons conseils que je délivrais, je me les appliquais à moi-même en même temps, tellement j'étais sous pression. Et donc, c'est à l'image, effectivement, de la prudence qu'on doit avoir. Informons-nous, mais choisissons attentivement le canal d'information. Plus on est anxieux, plus il faut éviter les images, et choisissons aussi la dose d'information. En gros, en 5 minutes, on a chaque jour les infos essentielles. Et le reste, ben, on peut y aller, mais c'est à nos risques et périls, effectivement. Alors, ce que nous partage là m'évoque, je pense que c'est Thich Nhat Hanh qui disait l'amour ou l'altruisme, la compassion ne peuvent pas vivre sans nourriture, si on ne les nourrit pas. Mais le stress, l'angoisse, l'anxiété ne survivent pas non plus sans nourriture. Et donc, comment faisons-nous pour ne pas nourrir tous ces côtés-là, lucides, mais sans les nourrir? Et ça nous amène à ce point qui est la vie intérieure, au fond. Comment
quand on parle de nourrir son esprit, c'est aussi comment est-ce qu'on prend soin de sa vie intérieure. On a parlé un peu d'écologie de la nature, on a parlé un peu d'écologie relationnelle, le lien avec les autres. Ici, il y a peut-être cette écologie de l'esprit, notre écologie intérieure. Comment fait-on pour explorer un peu, trouver de l'espace à l'intérieur, pour s'apaiser quand c'est tempétueux à l'extérieur? C'est une bonne occasion actuellement, puisque ce confinement, effectivement, nous prive d'espace, mais libère du temps, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Et donc, ce temps, on peut l'occuper soit par du remplissage, se gaver de séries télé, de lecture, de musique, etc., soit par ces petits détours que représente la vie intérieure. La vie intérieure, ce n'est pas un but en soi, il ne s'agit pas de passer son temps à se visiter, à visiter l'intérieur de soi-même, mais c'est comme une respiration de notre esprit. Je suis engagé dans ma vie extérieure, entre guillemets, évidemment les frontières sont plus subtiles que ça, mais de temps en temps, c'est important aussi que je prenne le temps de me mettre un peu en retrait pour digérer ce que je viens de vivre, toutes les leçons que me délivre la vie, les leçons que je peux recevoir de mes rencontres, des discussions, de ce que j'observe, de ce que je lis. Toutes ces leçons, elles nécessitent un temps d'arrêt pour que je les examine, pour que je me dise, mais finalement, que viens-tu de vivre? Que viens-tu d'apprendre? En quoi ça peut être utile? C'est ça la vie intérieure, c'est le temps que nous nous donnons pour observer de quelle manière le monde nous a apporté des messages, des leçons, des éclairages ou des douleurs, des violences, et qu'est-ce que nous pouvons en faire? Et si nous n'avons pas de vie intérieure, nous pouvons être efficaces, nous pouvons bien faire notre boulot, nous pouvons bien faire tout ce que la société nous demande, mais peu à peu, ça va finir par se détraquer, ça va finir par se dérégler parce que finalement, nous n'apprendrons rien de nos expériences et nous ne progresserons pas. Ce qui rend la vie humaine intéressante, c'est cette notion de progresser au fur et à mesure que je vieillis. C'est pas rigolo de vieillir, mais c'est intéressant aussi parce que j'accumule des expériences de vie. Et ça, c'est une chance pour peu que j'en tire des leçons. Et donc, la vie intérieure, c'est tout simplement ça, s'arrêter pour se demander ce que la vie nous a apporté d'agréable ou de douloureux et ce que nous pourrons en faire désormais. C'est pas compliqué, c'est juste un petit peu de temps consacré à soi-même régulièrement. Mhm. Alors évidemment, ça me fait penser aussi à la poésie que tu aimes beaucoup, celle de Bobin, mais d'autres. François Tcheng, que j'ai eu l'occasion de voir dans une émission qui m'a profondément touché, bouleversé. Je me dis encore d'autres moyens de nourrir cette vie intérieure. Je pensais aussi à Montaigne dans cette phrase que tu connais bien qui disait je n'ai rien fait aujourd'hui. Quoi? N'avez-vous pas vécu? C'est non seulement la plus fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. C'est pas ça dont tu nous parles, habiter notre existence plutôt que la remplir? Oui, 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 c'est le grand credo de notre maître en méditation, John Kabat-Zinn, hein, c'est passer du mode faire au mode être. C'est important de faire des choses, c'est important d'avoir des choses, mais c'est peut-être encore plus important d'être pleinement un humain, au moins régulièrement quand même, de ne pas être juste un robot qui agit, qui produit, qui consomme, etc. Et puis, moi, je crois quand même, un des avantages de la vie intérieure, en tout cas une des conséquences bénéfiques de l'intérêt qu'on peut porter à sa vie intérieure, c'est qu'on est moins casse-pied pour les autres. C'est ton compatriote Thomas d'Ansembourg qui parle de l'intériorité citoyenne. L'effort pour avoir une vie intérieure, une intériorité en bon état, c'est-à-dire pour réguler un peu ses émotions, ses jugements, etc., cet effort fait de nous des personnes moins casse-pieds, moins impulsives, moins égoïstes, moins subjectives. Et donc, c'est un peu comme un dû qu'on a à la fois vis-à-vis de nous, mais aussi vis-à-vis des gens qui nous entourent. Les gens dont l'intériorité est en friche obéissent à leurs impulsions, obéissent à leurs habitudes, ce n'est pas forcément des gens ni agréables ni intéressants à fréquenter. En pensant à notre ami Thomas, je pense que c'est lui qui disait aussi un citoyen ou une citoyenne plus apaisée est aussi plus apaisant.
et donc participe à un monde aussi, une société plus apaisante. Je pensais à cette vie intérieure. Le dernier point qui me venait, c'est la question de la gratitude. Bien sûr, on peut, grâce à ce travail sur soi, devenir un peu moins casse-pied. Et on peut peut-être, grâce à la gratitude, qui est aussi quelque chose sur lequel tu as travaillé beaucoup, non seulement prendre davantage conscience des bienfaits de l'existence, qu'on avait peut-être oublié. Je pense que c'est le titre d'un article du Point où tu étais interviewé. Il faisait référence à ça. Le monde dans lequel on vit est beau quelque part, mais nous ne le savions pas. On ne savait pas la chance qu'on avait, donc on ne savait pas la chance qu'on avait simplement de sortir, de prendre son café sur une terrasse, et donc prendre conscience des bienfaits de l'existence, et aussi prendre conscience qu'on ne les doit pas qu'à nous. Et donc, en une fois, non seulement on travaille sur ce sentiment de, ça combat l'insatisfaction, mais ça nous connecte aussi aux autres. Oui, ce sentiment de gratitude, il est intéressant parce qu'il est finalement un pied dans la psychologie, un pied dans la sociologie. La gratitude, au fond, c'est prendre conscience que quelque chose d'agréable nous a été offert. Et deuxièmement, là, comprendre que ce quelque chose, nous le devons à quelqu'un de manière directe, parce que quelqu'un nous a fait sourire, nous a aidés, ou de manière indirecte, parce qu'au fond, on a lu un livre, eh bien, il y a quelqu'un qui a écrit ce livre, et même s'il l'a pas écrit pour nous, nous pouvons être reconnaissants à cette personne d'avoir écrit ce livre ou cette musique, etc. Donc, je prends conscience qu'il y a quelque chose de beau et de bon dans ma vie, et je prends conscience aussi que ce quelque chose de beau et de bon, je le dois à une autre personne. C'est à la fois de la psychologie parce que finalement, ce sentiment de gratitude, cette émotion de gratitude va me faire du bien, va être d'abord un ressenti agréable, va indirectement me rendre un peu plus fort parce que je comprends qu'il y a autour de moi des humains qui peuvent m'apporter des choses, que je ne suis pas seul au monde à construire tout seul mon petit pâté de sable de bonheur, mais que beaucoup d'autres humains vont pouvoir m'aider à atteindre ces objectifs-là. Mais c'est aussi de la sociologie, parce qu'à partir du moment, enfin de la sociopsychologie, à partir du moment où je remercie, où je dis merci, où j'exprime aux gens le fait qu'ils m'ont aidé, qu'ils m'ont apporté des choses, eh bien, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, j'améliore la vie sur Terre. J'améliore la vie sur Terre parce qu'au lieu d'avoir dit une vacherie, au lieu d'avoir dit une méchanceté, au lieu de m'être tu là où j'aurais pu parler positivement, eh bien, je fais un peu de bien à quelqu'un. Je transmets une petite molécule de générosité, de bien-être, de partage. Et donc, ben, à mon échelle, j'ai fait tourner la Terre dans le bon sens. Une petite molécule de générosité supplémentaire. Alors, je lis un petit commentaire de Marie qui dit que grâce aux réflexions qu'on a en ce moment, ça lui permet de converser avec sa mère qui est âgée et seule, et ça lui permet de lui redonner un peu le moral. Et puis, il y a une personne qui t'a consulté il y a 30 ans, Géraldine, qui dit, rue des Carmes, elle t'a connue, elle dit, vous ne changez pas malgré les années, toujours cette même sagesse. Vous avez toujours été comme ça, elle dit. Merci beaucoup, Géraldine. Alors, il y a beaucoup de commentaires, parce que sur les 2600 personnes, bien sûr, j'en lis qu'un de temps en temps, mais c'est pour créer ce lien, puisqu'on est là tous ensemble et que, comme beaucoup de personnes qui suivent ces conversations l'ont dit, le fait d'être ensemble et de partager est aussi important que bien sûr, le partage. Alors, on a parlé de vie intérieure. Christophe, c'est souvent ce qu'on fait à la fin, si l'invité veut bien, c'est partager un petit moment d'expérience ou de pratique ensemble. Oui, ben on va faire simple. On va faire simple. Euh, Au fond, la méditation ne nous oblige pas, et surtout par essence, elle n'est pas un exercice ou un mouvement qui doit nous couper du monde. Alors ce que je vous propose à toutes et à tous qui partagez ce moment avec Ilios et moi, c'est de rester là où vous êtes. Ne vous mettez pas en tailleur par terre, simplement changez peut-être légèrement votre position tout en continuant de rester avec nous, gardez les yeux ouverts. Voyez si vous pouvez poser vos pieds à plat, ouvrir vos épaules, mettre votre corps dans la position la plus agréable pour lui, et la plus respectueuse aussi. Voilà, faites preuve de
gentillesse et de respect pour votre corps. Dites-vous finalement, c'est quoi le mieux pour mon corps? Et puis, tout simplement, suivez les mouvements de votre respiration. On va respirer ensemble, rien de plus. Prendre conscience de la présence de notre souffle, sans chercher à le modifier. Écoutez aussi s'il y a des sons dans la pièce où nous nous trouvons, les accueillir, ressentir tout ce qui se passe dans notre corps, accueillir tout ça également. Et au fond, en étant simplement là, d'abord dans un premier temps de présence, être simplement présent à notre respiration, à notre corps, au son. Puis, dans un deuxième temps de conscience, nous sommes présents, mais nous avons conscience également que nous sommes présents. Nous observons la manière dont notre corps respire, la manière dont nos sensations vont et viennent à notre esprit. Dans ce simple séquençage de présence et de conscience, on utilise notre capacité à ressentir, c'est-à-dire à donner du sens à notre manière d'être au monde. On se rend présent à nos sensations, ça c'est très important dans la méditation. Et puis, par le mouvement de prise de conscience, on peut aussi donner du sens à ce que nous sommes en train de faire. Le sens, c'est que finalement, c'est la vie qui respire en nous. Ce n'est pas nous qui respirons, mais nous avons la chance d'héberger cette vie et c'est elle qui nous permet d'inspirer, d'expirer. Ce sont les sons du monde qui arrivent à nos oreilles. Nous n'avons pas à les produire, nous avons juste à les accueillir. Et tout ça, c'est peut-être par là que tout commence dans notre manière d'être au monde. Commencer par respecter toutes ces racines, ces racines animales de ce que nous sommes. Et c'est souvent comme ça que commencent les séances de méditation, se reconnecter à ce qu'il y a de plus profond, de plus simple, de plus biologique presque en nous, de plus animal. Je pourrais dire animal, mais c'est un terme qui est souvent un peu déconsidéré, mais que je trouve très très beau, l'animalité. Ça vient d'anima, âme. Et donc, on commence par se reconnecter à ça avant de monter peu à peu, si on le souhaite, vers des sphères plus intellectuelles ou plus spirituelles. Voilà. Qu'ils vivent dans mon pays les tendres preuves du printemps, et les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. René Char, dans La sieste blanche, le poème choisi par Christophe. Merci, Ilios. Merci beaucoup, Christophe, pour ce moment passé. Merci de nous rappeler qu'être présent, c'est nous rappeler qu'on est tous et toutes mortels, comme tu l'as bien dit, mais bien vivantes et vivants pour l'instant.
liés, interdépendance, avec nos fragilités, nos vulnérabilités, notre terrestrialité, notre animalité, comme tu l'as dit, nous rendre compte qu'on n'est pas séparés mais en lien avec les autres, mais aussi avec tout le vivant. C'est prendre conscience, comme tu l'as dit si joliment, que c'est la vie qui vit en nous. Et cette présence, cette danse entre présence et attention, comme tu nous l'as partagé, c'est peut-être trouver un espace de bienveillance en nous, dans lequel on peut inviter le monde entier, duquel on peut au mieux prendre soin de la vie, et mettre ces quelques petites molécules d'amour dont tu as parlé en plus dans l'univers, plutôt que d'autres choses. Et ce monde de sororité, de fraternité, d'amour, de générosité, de courage, de liberté, se construit peut-être, comme tu l'as fait remarquer, au cœur de chacun de nos tout petits gestes du quotidien. Alors pour continuer, ce soir, vous avez l'ami Federico Procopio, que tu connais, Christophe, qui anime une méditation à 21h sur la page Présence. Demain matin, notre amie Delphine Gaillet à 6h30. Et on a pensé dans ces horaires, particulièrement aux amis parents et soignants, ceux qui doivent parfois rentrer tard ou se lèvent très tôt et qui veulent un moment pour se déposer, justement, se reconnecter. Donc voilà deux moments pour vous. Et puis, Christophe, encore un très grand merci d'avoir partagé ce moment avec ces quelques milliers de personnes un peu tout autour de notre petit monde. Et pour vous rappeler aussi, oui. Merci à tout le monde et à toi. Merci à tous et à toutes. Et amis et amis, rappelez-vous que quand le futur devient incertain, obscur, stressant, et que l'horizon semble particulièrement bouché, que la voie de sortie, elle est aussi à l'intérieur. Merci Christophe. Merci Ilios, merci à tout le monde. Merci. Portez-vous bien.